Après que ma sœur m'a de nouveau volé mon petit ami, je me suis tourné vers l'homme qu'elle avait secrètement aimé pendant 5 ans. Je m'appelle Clara. J'ai 21 ans et ma propre sœur ne s'est pas contentée de me voler mon petit ami. Elle a fait un pari avec son cousin pour voir à quelle vitesse elle pourrait détruire ma vie. Tout a commencé un mardi. J'étais à la bibliothèque de la Sorbonne, en train de bachoter pour un partiel, quand mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à un SMS de bonne chance de mon petit ami, Julien. Au lieu de ça, mon monde a basculé sur son axe. C'était une photo envoyée par une amie avec une simple légende, « Je suis tellement désolé ». Mon petit ami Julien avait son bras enroulé fermement autour de ma sœur Isabelle et ils s'embrassaient. Pas un simple baiser sur la joue. C'était un baiser profond et passionné. Le genre qu'il me donnait. Le genre qui me faisait sentir comme la seule personne au monde. Il le donnait à ma sœur dans notre café préféré, à notre banquette. L'air a quitté mes poumons dans un unique hoquet silencieux. Mon sang s'est glacé, et toute la bibliothèque animée s'est estompée dans un grondement sourd et étouffé. Vous vous dites peut-être, c'est horrible. Mais c'était peut-être une erreur isolée. Avec ma sœur, rien n'est jamais une erreur. Tout est calcul. Isabelle a 2 ans de plus que moi, et aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans son ombre. Quand nous étions enfants, ma poupée préférée perdait mystérieusement sa tête, pour que je la retrouve plus tard dans le coffre à jouets d'Isabelle. Au lycée, ma brillante dissertation d'histoire obtenait une note éliminatoire parce que des paragraphes entiers étaient identiques à celles qu'elle avait rendues la veille. Quand je la confrontais, elle se contentait de battre des cils et de dire « Oh, Clara, on doit simplement penser pareil. N'est-ce pas mignon ?» Et mes parents gobaient ça. À chaque fois. Ça n'a fait qu'empirer à l'université. L'année dernière, j'étais finaliste pour une importante bourse d'études. Elle aurait couvert l'intégralité de mes frais de scolarité de dernière année. Un énorme soulagement pour moi, qui cumulais 2 emplois à temps partiel pour joindre les 2 bouts, essayant de ne pas me noyer sous les dettes. La dernière étape était un mémoire de recherche de 20 pages et une présentation. J'y ai mis toute mon âme, passant des semaines à la bibliothèque, survivant avec du café bon marché et de la pure volonté. La veille de la date limite, Isabelle a accidentellement trébuché en passant devant mon bureau, renversant une tasse pleine de café noir sur mon ordinateur portable. Il a grésillé, fait des étincelles, et s'est éteint. Tout était perdu. Je me souviens d'avoir fixé l'écran mort, mon cœur battant avec une douleur si vive qu'elle ressemblait à un coup physique. Isabelle se tenait là, la main sur la bouche dans une horreur feinte, un petit sourire triomphant jouant sur ses lèvres une seconde à peine avant qu'elle ne l'efface. Quand j'ai fondu en larmes devant nos parents, ma mère a juste soupiré et m'a tapoté l'épaule. « Oh, Clara, dit-elle, sa voix teintée de cette déception familière. Isabelle est juste maladroite. C'est toi la résiliente. Tu trouveras une solution. » J'étais toujours la résiliente. C'était mon rôle dans la famille, absorber les dégâts et rebondir. Tandis qu'Isabelle avait le droit d'être la brillante, la belle et la maladroite. Elle avait volé des opportunités. Elle avait volé mes idées. Et oui, elle avait déjà volé des petits amis avant. Des amourettes de lycée que j'ai essayé d'oublier. Mais ça, c'était différent. Julien était différent. Je pensais que nous construisions quelque chose de vrai. Le voir avec elle, à notre endroit, c'était comme un coup de poing dans le ventre. J'ai fixé la photo sur mon téléphone. L'image s'est gravée dans mon esprit. Et dans le bourdonnement silencieux de la bibliothèque, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, il s'est durci. Les larmes qui menaçaient de couler se sont évaporées. Le chagrin s'est transformé en une pierre froide et dure dans mon estomac. J'en avais fini d'être résiliente. J'en avais fini de pardonner. J'en avais fini de jouer à son jeu. Il était temps d'en écrire un nouveau. Et je savais exactement comment. Il y avait une personne, une chose dans ce monde qu'Isabelle avait toujours voulu mais n'avait jamais pu avoir. Léo Dubois. Il était la star de l'équipe de basket-ball de la fac. Intelligent, gentil et universellement apprécié. Plus important encore, il voyait clair dans le jeu d'Isabelle. Pendant 5 longues années, elle avait tout essayé pour attirer son attention. Et pendant 5 longues années, il l'avait poliment et constamment repoussée. Il était son obsession, son unique échec, et il était sur le point de devenir mon arme secrète. Je n'allais pas crever les pneus de Julien ou pleurer auprès de mes parents. Non, j'allais frapper ma sœur là où ça fait mal.
J'allais prendre la seule chose que son argent, son physique et son charme manipulateur n'avaient jamais pu lui obtenir. J'allais prendre Léo Dubois. Et juste à ce moment-là, comme si l'univers testait ma résolution, je l'ai vu. Léo Dubois sortait du foyer des étudiants, riant avec certains de ses coéquipiers. Il était grand, avec cette confiance naturelle qui semblait toujours tant agacer Isabelle. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés à travers le campus. Il a fait un petit signe de tête polie, le genre qu'on fait à un visage familier qu'on n'arrive pas tout à fait à situer. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était le moment. C'était ma chance. Mes pieds semblaient être de plomb, mais j'ai forcé un pas en avant, puis un autre, réduisant la distance entre nous. J'avais la bouche sèche, et une centaine de phrases d'accroche se battaient dans ma tête. Il était sur le point de passer à côté de moi, sur le point de disparaître dans la foule de l'après-midi, et je savais que si je ne faisais rien maintenant, je perdrais mon courage. J'ai pris une dernière grande inspiration, j'ai ouvert la bouche, et le premier mot est sorti. « Salut », ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais c'était suffisant. Léo s'est arrêté. Il s'est tourné complètement vers moi, une lueur de confusion polie dans les yeux. « Salut », a-t-il répondu, sa voix calme et posée. « On se connaît ? » « Je suis Clara », ai-je réussi à dire. Mes mains se sont serrées en poing dans mes poches. « Je suis dans le cours de sociologie du professeur Lemoine avec toi. » Une lueur de reconnaissance est apparue sur son visage. « Oh, c'est vrai, Clara. Tu es assise au premier rang. J'ai vu tes notes. Elles sont pratiquement une œuvre d'art. » Il a esquissé un petit sourire sincère, et pour la première fois, j'ai vu ce qu'Isabelle avait dû voir. Pas seulement un beau visage, mais une chaleur entièrement réelle. Mon plan soigneusement construit, ma mission de sang-froid, m'a soudain semblé fragile et ridicule. Mais l'image d'Isabelle et Julien, leurs visages pressés l'un contre l'autre, a flashé dans mon esprit, et l'acier est revenu dans ma colonne vertébrale. Je me demandais juste, ai-je dit, forçant une désinvolture que je ne ressentais pas, si tu voudrais peut-être prendre un café un de ces jours pour, tu sais, réviser pour le partiel. C'était une excuse faible, mais c'était tout ce que j'avais. Il m'a regardé un instant, et je me suis préparé au rejet poli pour lequel il était célèbre. Au lieu de ça, il a simplement hoché la tête. Ouais, a-t-il dit simplement. J'aimerais bien. Et si on faisait ça demain? Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce premier café en a entraîné un autre. Nos sessions d'études sont vite devenues moins sur la sociologie et plus sur nous. J'ai appris qu'il se spécialisait en architecture, qu'il aimait les vieux films en noir et blanc, et qu'il avait un faible ridicule pour les chiens errants. Il était facile de parler avec lui, il écoutait bien, et il riait de mes blagues nulles. Avec lui, je ne me sentais pas comme la petite sœur d'Isabelle ou la résiliente. Je me sentais juste comme Clara. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un fragile sentiment d'espoir. Peut-être que ça avait commencé comme un plan, mais ça se transformait rapidement en quelque chose de réel. Nous sortions ensemble depuis environ 3 semaines quand la première ombre est tombée. Nous étions dans un petit restaurant italien du centre-ville, un endroit que j'adorais, quand la porte s'est ouverte et qu'Isabelle est entrée. Bien sûr. Elle a balayé la pièce du regard, ses yeux se posant sur nous, et un sourire brillant de surprise s'est étalé sur son visage. Clara. Léo. Quelle coïncidence. Elle a glissé jusqu'à notre table, tout en coiffure parfaite et parfum cher. Léo était poli, mais je sentais l'énergie changer. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à une chaise, a commandé un verre de vin et s'est insérée sans heurts dans notre conversation. Elle a adressé toutes ses questions à Léo, parlant de basket, de professeurs qu'elle savait qu'il appréciait, tout en me lançant ses petits regards apitoyés comme pour dire « N'est-ce pas mignon que tu aies essayé ?» Je me sentais rétrécir sur ma chaise, le vieux sentiment familier d'être invisible m'envahissant. Mais la véritable horreur a commencé sous la table. J'ai senti quelque chose frôler ma jambe. Je l'ai ignoré. Puis ça s'est reproduit, plus délibérément cette fois. J'ai baissé les yeux sans bouger la tête. C'était la pointe de son talon au rouge qui se dirigeait slowly, insidieusement, vers le côté de Léo. J'ai retenu ma respiration. J'ai senti son pied entrer en contact avec sa jambe. Mes yeux se sont rivés sur le visage de Léo, cherchant le moindre signe, un tressaillement, un froncement de sourcils, un léger écart. Rien. Il continuait de sourire, répondant à l'une de ses questions, complètement inconscient.
Ma fourchette a cliqueté sur mon assiette. Ils m'ont tous les deux regardé. Ça va, Clara, a demandé Léo, le front plissé d'une inquiétude sincère. Bien, ai-je croassé. Juste fatigué. Le reste du dîner fut un brouillard. Ma nourriture avait un goût de cendre. Le rire d'Isabelle ressemblait à des ongles sur un tableau noir. J'ai senti son pied rester là, posé contre la jambe de Léo, une revendication secrète et triomphante dans l'obscurité. Ne le sentait-il pas? Ou pire, s'en fichait-il? Plus tard cette nuit-là, alors que Léo me raccompagnait à ma résidence, je n'arrivais pas à me défaire de cette froide angoisse. L'air nocturne était suffocant. Tu es devenue très silencieuse tout à l'heure, dit-il en me prenant la main. La sienne était chaude, mais la mienne semblait être de glace. J'ai pris une profonde inspiration. Isabelle, ai-je commencé, la voix tendue. Elle te tournait autour. Léo a froncé les sourcils, sincèrement confus. De quoi tu parles? Elle était juste amicale. Amicale? Ma voix s'est brisée. Léo, elle te touchait la jambe sous la table pendant tout le temps. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé, une expression de déception sur son visage. Clara, allons, dit-il, sa voix douce mais ferme. Ma jambe devait juste heurter le pied de la table. C'est une vieille table bancale. Et tu sais comment elle est. Ce sont juste des histoires de sœurs. Ne la laisse pas t'embrouiller. Des histoires de sœurs. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Ils ne me croyaient pas. Ils voyaient exactement ce que mes parents voyaient, une petite sœur dramatique et trop sensible, et une grande sœur charmante et maladroite. J'ai senti l'espoir que j'avais soigneusement nourri avec lui dépérir et mourir en moi. J'étais complètement et totalement seul là-dedans. Et pour la première fois, j'ai réalisé que mon plan pourrait non seulement échouer, mais qu'il pourrait finir par me détruire. J'ai passé les 2 jours suivants dans un brouillard de misère. Les mots de Léo, des histoires de sœurs, résonnaient en boucle dans ma tête. Chaque fois qu'il m'envoyait un texto, je ressentais une nouvelle vague de désespoir. Étais-je folle? Étais-je si habitué aux manipulations d'Isabelle que j'envoyais là où il n'y en avait pas? Mais ensuite, je me souvenais du regard suffisant dans ses yeux, de la manière délibérée dont sa chaussure s'était déplacée sous la table. Je n'étais pas folle, mais je n'avais aucune preuve. Léo essayait. Il m'a envoyé des fleurs. Il a laissé un message vocal amusant. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Mais il pensait que le problème était mon insécurité, pas l'agressivité d'Isabelle. Je savais que si je ne pouvais pas le prouver, cette minuscule graine de doute grandirait comme une mauvaise herbe et étoufferait tout ce que nous commencions à construire. Je ne pourrais jamais lui faire confiance, et il me verrait toujours comme paranoïaque. Isabelle gagnerait juste en plantant une idée. J'étais allongé sur mon lit, fixant le plafond, quand le plan m'est venu. Il semblait désespéré, sournois et un peu fou. Il ressemblait à quelque chose qu'Isabelle ferait, et c'est peut-être pour ça que je savais qu'il fonctionnerait. Le lendemain après-midi, Isabelle a envoyé un texto de groupe à ma colocataire et moi, disant qu'elle allait passer déposer quelque chose. C'était l'occasion parfaite. Léo avait déjà prévu de venir étudier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était le moment. Quand Léo est arrivé, j'ai agi aussi normalement que possible. Nous avons étalé nos livres sur la table basse dans le petit salon de notre suite. Quelques minutes plus tard, Isabelle est entrée en trombe, un sac de course à la main. « Je viens juste déposer ce livre pour toi, Camille », a-t-elle gazouillé à ma colocataire avant que ses yeux ne se posent sur Léo. « Oh, Léo, je ne savais pas que tu serais là. » La fausse surprise dans sa voix était écœurante. Mes mains tremblaient. J'ai posé mon téléphone sur l'étagère, appuyé contre une pile de livres comme si je l'avais juste posé là. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement du mémo vocal, l'écran discrètement sombre. « Vous savez quoi ?» ai-je dit, forçant un bâillement. « Je suis tellement épuisé. J'ai besoin de plus de café. Je vais descendre au café du campus. Je vous prends quelque chose ?» Ils ont tous les deux dit non. Léo m'a jeté un regard légèrement inquiet. « Tu es sûr que ça va ?» Juste fatigué, ai-je répété, le mensonge ayant un goût amer dans ma bouche. Je reviens tout de suite. Sortir de cette pièce a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mon avenir tout entier semblait suspendu, reposant sur ce qui allait se passer dans les 10 prochaines minutes. Je ne suis pas allé au café.
Je suis allé au bout du couloir, je me suis assise par terre près de la fenêtre et j'ai regardé ma montre. Chaque seconde semblait durer 1 heure. Mon imagination s'emballait. Et s'il était charmé par elle? Et s'il tombait dans son panneau en ce moment même? Et si l'attention lui plaisait? Après 10 minutes qui m'ont paru une éternité, je me suis forcé à revenir. En approchant de la porte, j'entendais leur voix. Je me suis arrêté, ma main planant au-dessus de la poignée. « Tu dois juste reculer, Isabelle », disait Léo, sa voix basse et dure. Il n'y avait aucune trace du gars facile à vivre que je connaissais. C'était autre chose. « Oh, allez, Léo », ronronna la voix d'Isabelle. « Tu sais que tu n'es avec elle que parce qu'elle est sans danger. Une petite remplaçante ennuyeuse. Je pourrais te montrer quelque chose de vrai. » Mon cœur s'est arrêté. C'était ça. Le moment de vérité. J'ai entendu un bruit sourd, peut-être un livre tombant sur la table, puis la voix de Léo, plus forte cette fois, glaciale. Je suis avec elle parce que je veux l'être. Et tu ne parleras plus d'elle comme ça. Je te le dis pour la dernière fois. Recule. J'ai poussé la porte. Il se tenait aux extrémités opposées de la pièce. Isabelle avait l'air rouge et en colère. La mâchoire de Léo était crispée, ses yeux orageux. Quand il m'a vu, la dureté de son visage s'est instantanément adoucie en soulagement. Isabelle m'a juste foudroyé du regard, a attrapé son sac à main et est sortie en trombe sans un autre mot. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon lit, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté l'enregistrement. J'ai tout écouté, les banalités, ses questions inquisitrices, puis son approche. Je l'ai entendu lui dire à quel point elle était plus excitante que moi. Je l'ai entendu dire, tu sais, Clara a toujours été la deuxième meilleure, le plan B, et puis je l'ai entendu la couper. J'ai entendu le grattement d'une chaise alors qu'il se levait, s'éloignant d'elle. Je l'ai entendu me défendre, sa voix inébranlable. J'ai entendu sa loyauté, claire comme de l'eau de roche. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a donné le vertige m'a submergé. Je n'étais pas folle. Il ne mentait pas. Il était de mon côté. J'ai appuyé sur lecture à nouveau juste pour entendre sa voix, une bouée de sauvetage dans l'obscurité que ma sœur avait créée. Et à ce moment-là, en écoutant sa voix, j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. Je savais qu'il était de mon côté. Nous étions ensemble là-dedans. Le lendemain, j'ai demandé à Léo de me rejoindre. Nous nous sommes assis sur un banc près du lac du campus et je n'ai pas dit un mot. Je lui ai juste tendu un de mes écouteurs. J'ai appuyé sur lecture. Il a écouté, son expression passant de la confusion à une colère sombre et bouillonnante. Quand l'enregistrement s'est terminé, il a retiré l'écouteur et m'a juste fixé, les yeux pleins de regret. « Clara, je suis tellement désolé, dit-il, la voix rauque. J'aurais dû t'écouter. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Ce n'est pas grave, ai-je chuchoté. Et je le pensais. Tu n'as jamais eu à faire face à elle avant. J'ai eu toute une vie pour ça. » Il a pris ma main, sa prise ferme. « Plus maintenant, dit-il, et il y avait une promesse dans sa voix. À partir de maintenant, nous lui ferons face ensemble. » Pendant les semaines qui ont suivi, les choses allaient mieux que jamais. Nous étions une équipe. Chaque fois qu'Isabelle essayait de nous croiser ou par coïncidence, Léo était poli mais ferme, attrapant ma main et m'entraînant au loin. Nous étions unis et c'était incroyable. Je me sentais enfin en sécurité. Mais j'aurais dû savoir qu'un serpent acculé est le plus dangereux. La paix a été brisée par un texto de la même amie qui avait envoyé la première photo de Julien et Isabelle. Cette fois, la légende disait, « Tu dois voir ça. » Je ne sais pas ce qui se passe. Mon estomac s'est noué. C'était une autre photo. Celle-ci était prise à travers la fenêtre de la bibliothèque. Elle montrait Léo et Isabelle assis à une table, très proches, riant tous les deux de quelque chose sur un écran d'ordinateur portable. C'était une image parfaitement cadrée, faussement innocente. Mais pour quiconque connaissait notre histoire, cela ressemblait à la preuve exacte de ce qu'Isabelle voulait que ça ait l'air, que Léo jouait sur les deux tableaux. Mon premier instinct a été un éclair de la vieille panique familière. Mais ensuite, j'ai regardé la photo à nouveau. J'ai vu la tension dans les épaules de Léo. Son rire semblait forcé. C'était un coup monté. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai enregistré la photo et je l'ai envoyée à Léo avec un simple message, « Il faut qu'on parle ». Il m'a appelé instantanément. « Ce n'est pas ce que tu crois,
Clara, dit-il, la voix pressante. Elle m'a coincé alors que j'essayais de travailler. Elle a sorti une vidéo stupide et n'a pas voulu partir avant que je la regarde. J'essayais juste d'être poli pour qu'elle s'en aille. Je te crois, ai-je dit, et le soulagement dans son expiration était audible. Mais Léo, elle ne va pas s'arrêter. La politesse ne fonctionnera pas. Nous devons faire quelque chose de plus grand. Nous devons découvrir quel est son véritable jeu. Nous combattions un fantôme, et la seule façon de gagner était de découvrir ce qui la motivait. Le lendemain, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. Isabelle était matérialiste et obsédée par son image. Elle adorait se faire les ongles. J'ai par coïncidence pris rendez-vous dans son salon préféré à la même heure qu'elle. Nous étions assises dans des fauteuils adjacents, le ronronnement des sèche-ongles remplissant le silence gênant. Puis j'ai agi. Oh zut, ai-je dit, feignant la panique. Mon téléphone vient de mourir et j'ai complètement oublié que je devais rappeler mon père pour l'assurance auto. Puis-je, s'il te plaît, emprunter le tien juste une seconde? C'est une urgence. Isabelle a hésité. Ses yeux se sont plissés de suspicion, mais en public, elle jouait toujours le rôle de la sœur parfaite et serviable. Refuser aurait fait mauvaise impression. Avec un sourire crispé, elle a déverrouillé son téléphone et me l'a tendu. Fais vite. Je me suis dirigé vers un coin du salon en faisant semblant de composer un numéro. Mes doigts ont volé sur son écran. Je ne suis pas allé dans son journal d'appel. Je suis allé dans ses messages textes. Mon cœur était un marteau-piqueur dans ma poitrine. J'ai fait défiler les conversations avec ses amis, ses sœurs de sororité, puis je l'ai vu. Un nom que je ne reconnaissais pas. Romain Vidal. Mon doigt a plané au-dessus de la discussion. Le dernier message de lui disait « Le pari tient toujours. Fais-les rompre ou tu me dois 500 €. Mon sang s'est glacé. Un pari? J'ai rapidement fait défiler vers le haut, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Il y avait des dizaines de messages, un commentaire courant sur ma vie. Romain, alors, comment ça va avec la star du basket? Tu l'as eu? Isabelle, j'y travaille. Il est agaçantement loyal à la petite Miss Parfaite. Romain, le temps presse. Je t'avais dit que c'était un perdant. Comme au match de championnat. Isabelle, détends-toi. J'ai un nouveau plan. Elle va bientôt craquer. Elle craque toujours. J'avais la nausée. J'ai rapidement pris des photos de l'écran avec le téléphone fixe du salon qui était sur le comptoir, puis je me les suis envoyées par email depuis le navigateur du téléphone, en effaçant l'historique. J'ai supprimé les photos de la galerie du téléphone fixe, je suis retourné vers ma sœur et je lui ai rendu son téléphone avec un sourire reconnaissant. Merci. Tu me sauves la vie. Ce soir-là, Léo et moi étions assis dans son appartement, fixant les captures d'écran sur mon ordinateur portable. Romain Vidal, dit-il, sa voix un grognement sourd. J'aurais dû m'en douter. C'est qui, ai-je demandé. C'est le cousin de Julien, a expliqué Léo, la mâchoire serrée. Il jouait pour l'université rivale. Lors du match de championnat en première année, j'ai bloqué son tir final. Nous avons gagné. Il a fait une mauvaise chute et a prétendu que je l'avais fait exprès, que j'avais ruiné sa chance de devenir pro. Il me déteste depuis. Tout s'est mis en place. Il ne s'agissait plus seulement de la jalousie de ma sœur. C'était une attaque coordonnée, un plan de vengeance tordu déguisé en triangle amoureux. Et j'étais le pion qu'ils utilisaient pour lui faire du mal. J'ai regardé Léo, la fureur et la douleur dans ses yeux, et j'ai su une chose avec certitude. J'en avais fini d'être un pion. Il était temps de commencer à renverser l'échiquier. Le lendemain matin, la colère s'était transformée en une résolution froide et dure. Nous n'allions plus être des victimes. Léo et moi étions assis à ma petite table de cuisine, un plan de bataille se formant entre nous. Les messages textes ne concernaient pas seulement le pari. Isabelle et Romain s'étaient également vantés d'un stratagème où ils achetaient des dissertations en ligne et les partageaient. C'était notre porte d'entrée. J'ai créé une nouvelle adresse email anonyme. Depuis un ordinateur de la bibliothèque, j'ai rédigé un email soigneusement formulé au conseiller pédagogique de l'université. L'objet était simple, préoccupation concernant l'intégrité académique. J'ai joint les captures d'écran des messages mentionnant l'achat de dissertation, en recadrant soigneusement tout ce qui concernait Léo ou moi.
J'ai expliqué que j'étais une étudiante concernée qui avait entendu ces informations et que je sentais qu'il était de mon devoir de le signaler. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai eu l'impression de tirer le premier vrai coup de feu d'une guerre. En 2 jours, la nouvelle s'est répandue sur le campus. Romain Vidal avait été convoqué à une audience disciplinaire. Il était en école de commerce et une enquête formelle pour tricherie pouvait le faire expulser et ruiner ses futures perspectives de carrière. Il s'est fait discret. Isabelle, cependant, est devenue une tempête. Elle savait. Elle devait savoir que c'était moi, mais elle ne pouvait pas le prouver. Alors, au lieu de me confronter directement, elle a opté pour un autre type d'attaque. Elle s'en est prise à mes amis. Notre amie commune, Camille, qui avait essayé de rester neutre, a soudainement commencé à m'éviter. Un après-midi, je l'ai rattrapée devant le foyer des étudiants. Camille, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose? Elle ne voulait pas croiser mon regard. Je ne peux pas être au milieu de ça, Clara, a-t-elle marmonné. Isabelle m'a dit. Elle a dit que tu étais obsédée par Léo depuis des années et que tu essayais de ruiner sa réputation parce que tu es jalouse. Elle pleurait. Elle avait l'air si blessée. C'était comme un coup physique. Isabelle avait empoisonné le puits, me dépeignant comme la méchante, la petite sœur folle et obsédée. J'ai senti un profond sentiment de solitude m'envahir. Camille, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement dans mes mains. Tu me connais depuis toujours. Tu crois vraiment ça? Elle a juste secoué la tête et s'est éloignée, me laissant là, complètement seule. La douleur de ce moment était vive, mais elle a tout clarifié. Isabelle ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne m'aurait pas tout enlevé, mon petit ami, mes amis, ma réputation. Elle voulait m'isoler et me laisser sans rien. La confrontation finale a eu lieu ce vendredi-là. Je traversais la cour principale pour retrouver Léo après son entraînement. C'était un bel après-midi ensoleillé, le campus bourdonnait d'étudiants, et puis je l'ai vu. Isabelle m'attendait, debout au milieu du chemin comme un prédateur. Tu te crois vraiment intelligente, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé alors que j'approchais, sa voix dégoulinant de venin. Il n'y avait plus de faux sourires. Son masque était complètement tombé. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, ai-je dit calmement, essayant de la contourner. Elle m'a barré le chemin, ne joue pas à l'idiote. Tu as ruiné Romain. Tu penses que tu peux juste prendre tout ce que tu veux? Tu penses que tu peux l'avoir? Sa voix devenait plus forte, attirant les regards des passants. Il n'a jamais été à toi, Isabelle, ai-je dit, la voix basse. Il l'aurait été, a-t-elle hurlé. Si ce n'était pas pour toi. Tu n'es rien. Tu es une version nécessiteuse et de second choix de moi, et il s'en rendra compte assez tôt. Juste à ce moment-là, Léo est arrivé derrière moi. Y a-t-il un problème ici? A-t-il demandé, sa voix calme, mais avec une dureté sous-jacente. Les yeux d'Isabelle se sont illuminés d'un feu sauvage et désespéré. C'était ce qu'elle voulait, un public. Il n'y a pas de problème, a-t-elle ronronné, se tournant vers Léo. Je disais juste à ma sœur à quel point je suis heureuse pour vous deux. Et puis elle l'a fait. D'un mouvement rapide, elle s'est jetée en avant, a attrapé le col de la veste de Léo et l'a attiré dans un baiser. C'était violent, maladroit et totalement désespéré. Pendant une fraction de seconde, le monde s'est figé. Puis, aussi rapidement, Léo a réagi. Il ne l'a pas simplement repoussée. Il l'a poussée fort. Elle a trébuché en arrière, perdant l'équilibre et atterrissant maladroitement sur l'herbe. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a crié Léo, sa voix résonnant à travers la cour. Il la regardait avec un dégoût pur et non dilué. J'ai regardé autour de moi. Le monde avait repris ses contours, et au moins une douzaine d'étudiants avaient leur téléphone sorti, en train d'enregistrer. J'ai vu Camille dans la foule, la main sur la bouche, les yeux écarquillés de choc et de réalisation. Isabelle s'est relevée en se débattant, son visage un masque d'humiliation et de fureur. Elle a regardé Léo, puis moi, puis la mère de téléphone pointée sur elle. Elle a laissé échapper un sanglot étranglé, s'est retournée et s'est enfuie. Je suis resté là, à côté de Léo, à la regarder partir. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais juste calme. Le premier coup de feu avait été tiré et la guerre venait de devenir publique. Le soir même, c'était partout.
La vidéo de ce qui était désormais appelé le baiser du parvis était la publication la plus populaire sur toutes les pages de médias sociaux du campus. Les légendes étaient brutales, sabotage entre sœurs, baiser du désespoir, la reine de la fac, rejetée publiquement. Pour la première fois de sa vie, Isabelle n'était pas celle qui contrôlait le récit. La vidéo était une preuve indéniable de son agression et du rejet de Léo. Son empire de popularité soigneusement construit a commencé à s'effriter. Le lendemain matin, Camille s'est présentée à ma porte, les yeux rouges et gonflés. « Clara, je suis tellement désolée », a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur son visage. « J'ai été si stupide. J'aurais dû te faire confiance. Peux-tu un jour me pardonner ?» J'ai juste hoché la tête et nous nous sommes serrés dans les bras. Ce n'était pas parfait, mais c'était comme si un petit morceau de mon monde avait été remis en place. Le vrai coup de téléphone, celui que j'avais à la fois redouté et attendu, est arrivé ce soir-là. C'était ma mère. « Clara, qu'as-tu fait ?» a-t-elle commencé, sa voix tendue par la panique. « Ta sœur est complètement anéantie. Elle ne veut plus sortir de sa chambre. Elle dit que toi et ce garçon avez conspiré pour ruiner sa vie, que vous propagez des rumeurs vicieuses. » J'ai pris une profonde inspiration. L'ancienne moi se serait excusée, aurait essayé d'arranger les choses, mais l'ancienne moi avait disparu. « Est-ce qu'elle t'a parlé du baiser, maman ?» ai-je demandé, ma voix froide et calme. « Un baiser ? Quel baiser ? Celui qu'elle a forcé sur Léo devant la moitié de l'université. C'est en ligne. Va voir, ai-je dit. Ensuite, tu pourras me dire qui ruine la vie de qui. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis sa voix, plus petite maintenant. Même ainsi, Clara, c'est ta sœur. Non, ai-je dit, et le mot semblait tranchant et net dans ma bouche. C'est ta fille. Je suis juste la personne que tu t'attends à voir lui pardonner. J'en ai fini avec ce rôle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de ma mère. C'était terrifiant et c'était libérateur. Je pensais que ça pourrait être la fin. Je pensais qu'Isabelle pourrait enfin battre en retraite, lécher ses blessures et nous laisser tranquilles. J'avais tort. Son dernier coup fut le plus vicieux. 2 jours plus tard, Léo a reçu un email officiel du doyen des étudiants. L'objet, notification officielle de plainte pour harcèlement. Mon sang s'est glacé alors que nous le lisions ensemble. Isabelle avait déposé une plainte officielle contre lui. Elle affirmait qu'il avait été manipulateur sur le plan émotionnel, qu'il nous avait menés en bateau toutes les deux, et que son rejet public d'elle était un acte d'intimidation verbale calculé, conçu pour l'humilier. Elle déformait le récit, se présentant comme la victime et lui comme le prédateur. Il ne s'agissait plus de statut social. Cela pourrait le faire suspendre. Cela pourrait affecter ses bourses. C'était une tentative de détruire son avenir. Je vais peut-être avoir besoin d'un avocat, dit-il doucement, fixant l'écran. La confiance que je l'avais vu porter si facilement avait disparu, remplacée par une peur profonde et lasse. Non, ai-je dit, ma propre peur se solidifiant en colère. Non, elle ne gagnera pas ça. Nous avons la vérité. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous nous sommes préparés pour la bataille. Nous avons imprimé chaque message texte entre Isabelle et Romain Vidal. Nous avons sauvegardé le fichier audio de sa proposition sur une clé USB. Nous avons téléchargé la vidéo virale du baiser sous 3 angles différents. Nous avons créé une chronologie de chaque événement, du café renversé sur mon ordinateur portable à la plainte qu'il tenait maintenant entre ses mains. Nous avons exposé chaque preuve, chaque mensonge, chaque manipulation. Le lendemain matin, nous sommes entrés dans le bâtiment de l'administration. Nous n'avions pas de rendez-vous, mais nous n'en avions pas besoin. Nous sommes allés directement au bureau du doyen. Léo tenait ma main, sa prise comme du fer. Je tenais notre dossier de preuve contre ma poitrine comme un bouclier. Lorsque l'assistante du doyen a essayé de nous arrêter, la voix de Léo était ferme. Le doyen Miller doit nous voir. C'est au sujet de la plainte pour harcèlement déposée contre moi par Isabelle Parker. Le doyen a dû entendre car sa porte s'est ouverte un instant plus tard. Monsieur Dubois. Mademoiselle Parker. C'est la sœur de Mademoiselle Parker, Clara, les jeux corrigés. Et nous aimerions soumettre un contre-rapport avec des documents à l'appui. Nous sommes entrés dans son bureau, non pas comme des étudiants effrayés, mais comme 2 personnes qui avaient été poussées trop loin.
Nous en avions fini de réagir. Nous étions là pour dire toute la laide vérité et laisser les choses suivre leur cours. La porte s'est refermée derrière nous, et je savais que c'était la dernière manœuvre. Tout allait se décider dans cette pièce. Le bureau du doyen était froid et impersonnel, une pièce conçue pour les faits, pas les sentiments. Nous nous sommes assis en face de son grand bureau en bois et Léo a parlé le premier. Sa voix était stable, inébranlable. Il a exposé la plainte pour harcèlement et a déclaré clairement « Ces allégations sont fausses et malveillantes, et nous avons des preuves ». C'était mon signal. J'ai posé le dossier épais sur la surface polie de son bureau. Je ne l'ai pas fait glisser. Je l'ai posé avec un bruit sourd, solide et définitif. « Voici tout », ai-je dit. Pendant l'heure qui a suivi, nous lui avons tout expliqué. Nous avons joué le fichier audio de mon téléphone. Ses sourcils se sont haussés en écoutant les mots venimeux d'Isabelle et le rejet ferme de Léo. Nous lui avons montré les impressions des textos, et j'ai vu son expression se durcir en lisant l'histoire du pari. Nous lui avons indiqué le lien vers la vidéo. Il l'a regardé en entier, 2 fois, son visage impénétrable. Il a écouté sans interruption, ne posant que quelques questions de clarification. Quand nous avons eu fini, un lourd silence a rempli la pièce. Le doyen s'est adossé à son fauteuil, nous regardant tour à tour. « Mademoiselle Parker, dit-il, la voix grave. Clara, corroborez-vous toute cette séquence d'événements ? Oui, ai-je dit sans hésitation. Et je suis prête à en témoigner sous le code d'honneur de l'université. Il a hoché la tête une fois, d'un mouvement sec et décisif. Merci d'avoir porté cela à mon attention. L'université lancera une enquête complète et approfondie sur cette affaire. En attendant, Monsieur Dubois, la plainte contre vous est suspendue en attendant le résultat. Vous êtes libre d'assister au cours normalement. Sortir de ce bâtiment, c'était comme remonter à la surface après avoir été maintenu sous l'eau trop longtemps. Léo a laissé échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis des semaines. Merci, dit-il, la voix rauque d'émotion. Pourquoi ? Ai-je demandé. Pour être resté à mes côtés, dit-il. Pour ne pas être parti quand c'est devenu moche. J'ai juste secoué la tête. On a dit qu'on était une équipe. On met fin à son jeu ensemble. L'enquête de l'université a été rapide et silencieuse. Isabelle a été convoquée pour un interrogatoire. Puis Romain a été de nouveau convoqué. Les chuchotements sur le campus sont passés des ragots sur le baiser à des spéculations sur l'audience formelle. Et puis un jour, Isabelle avait tout simplement disparu. Elle ne s'est pas officiellement retirée. Son nom a juste disparu des listes de classe. Sa chambre dans la maison de la sororité a été vidée pendant la nuit. Elle s'est volatilisée. Une semaine plus tard, une enveloppe blanche ordinaire a été glissée sous la porte de mon appartement. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec l'écriture élégante et bouclée d'Isabelle. Ce n'était pas des excuses. C'était une reddition. Il était écrit, « Tu as gagné. J'espère que c'est ce que tu as toujours voulu. Ne me cherche pas », j'ai lu les mots encore et encore, ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond. Il n'y avait pas de joie dans cette victoire, pas de satisfaction. La guerre était finie, et il ne restait que des débris. Quelques jours plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte sans prévenir. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée. La combativité l'avait quittée. Je ne savais pas, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je ne savais pas à quel point c'était grave. J'ai toujours pensé que vous étiez juste en compétition. Non, ai-je dit doucement. Elle me détestait et tu la laissais faire. Des larmes ont rempli ses yeux. Les premières larmes sincères que je l'ai jamais vue verser pour ma douleur. Je suis tellement désolée, Clara, dit-elle. J'ai été une mère terrible pour toi. Ce n'était pas suffisant pour effacer une vie de blessures. Pas vraiment. Mais c'était un début. J'ai juste hoché la tête. Ce week-end-là, Léo m'a emmené dans un endroit calme surplombant la ville. Le bruit du campus semblait à 1 million de kilomètres. Il n'a pas dit grand-chose. Il m'a juste tendu une petite boîte en velours. Avant que tu ne paniques, dit-il avec un petit sourire, ce n'est pas une bague. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une seule petite breloque en forme de cadenas. Tu n'es pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, dit-il, la voix douce. J'ai vu ta force.
Mais je me suis dit que tu voudrais peut-être quand même quelque chose qui dit que tu es en sécurité maintenant. Alors qu'il le fermait autour de mon poignet, une seule larme a tracé un chemin sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse ou même de bonheur. C'était une larme de libération. La guerre était enfin, vraiment, terminée. Et dans le calme qui a suivi, il ne restait plus que nous. La remise des diplômes est arrivée plus vite que je ne le pensais. Traverser cette scène pour recevoir mon diplôme ressemblait moins à une célébration qu'à la clôture de la dernière page d'un livre très long et très difficile. Léo m'attendait dehors, tenant un unique tournesol, ma fleur préférée. Pas de grand discours, juste son sourire stable et rassurant. Nous avons pris une photo devant la fontaine du campus et pour la première fois, j'ai regardé mon avenir et je n'ai pas vu l'ombre d'Isabelle planer dessus. Cet été-là, nous avons déménagé dans une nouvelle ville à quelques heures de là. Nouveau stage, nouvel appartement, nouvelle vie. En faisant les cartons de mon ancienne chambre, j'ai trouvé une boîte poussiéreuse rangée au fond de mon placard. Elle était remplie de vieilles choses de mon enfance avec Isabelle, des bracelets d'amitié délavés, des dessins idiots que nous avions faits, un journal intime avec ses entrées d'un côté et les miennes de l'autre. Je l'ai tenu un instant, sentant le poids de toutes ces années, puis je l'ai porté à la benne à ordures et je l'ai laissé partir. Il ne s'agissait plus de haine. Il s'agissait de faire de la place. La vie s'est installée dans un rythme paisible. Nous travaillions. Nous explorions notre nouvelle ville. Nous avons construit une vie calme, simple et entièrement à nous. Un après-midi, j'ai reçu une carte postale. La photo montrait un coucher de soleil sur les montagnes corses. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste 2 mots dans cette écriture familière et élégante, je respire encore. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis je l'ai glissé dans un livre sur ma table de chevet. Certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin nette et ordonnée. Parfois, savoir simplement que l'autre personne trouve sa propre façon de respirer est suffisant. L'année suivante, Léo est rentré un soir avec un dossier de candidature. Je pense faire mon master en architecture, dit-il, une excitation nerveuse dans les yeux. Tu devrais, ai-je souri. Tu serais incroyable. Le truc, c'est que, dit-il en hésitant, le meilleur programme. Il est à Bordeaux. Une ville différente, assez loin. L'ancienne Clara aurait paniqué, aurait vu ça comme une menace. Mais je n'étais plus elle. Est-ce que ça te rendra heureux? Ai-je demandé. Oui, dit-il. Vraiment. Alors tu dois y aller, ai-je dit simplement. Nous ne sommes pas liés à un code postal, Léo. Nous avons survécu à une guerre ensemble. Je pense que nous pouvons gérer un peu de distance. Le soulagement sur son visage fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Notre amour n'était pas une question de possession ou de proximité. C'était une question de liberté et du choix de revenir. Quelques semaines après son départ, un dernier morceau du passé est arrivé. C'était une lettre officielle de l'université de la Sorbonne. C'était un avis final m'informant, en tant que partie concernée, que leur enquête était terminée. Isabelle Parker avait été officiellement expulsée pour fraude académique et dépôt de faux rapports. C'était la fin bureaucratique et officielle d'une guerre profondément personnelle. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée. C'était enfin la conclusion. Parfois, je pense encore à elle. Je me demande ce qu'elle devient là-bas, en Corse. Les gens disent qu'on ne peut pas guérir au même endroit qui vous a brisé. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Et c'est peut-être pour ça que je suis resté. Je n'avais plus besoin d'échapper à mon passé. Je l'avais reconquis. Ce soir, alors que je vous raconte ceci, je suis assise dans l'appartement qui est à moi seul. C'est calme. Léo et moi nous parlons tous les soirs et je prends l'avion pour lui rendre visite le week-end prochain. Mais cet espace, cette paix, cela m'appartient. En y repensant, j'ai réalisé que la victoire n'était pas d'avoir le gars ou de gagner le combat. La vraie victoire était dans ce moment où j'ai choisi de me battre. C'était d'apprendre que je n'avais plus à être la résiliente. Je pouvais juste être moi, imparfaite, forgée dans le feu, et enfin, complètement libre.